Les appareils photo Canon EOS sont de très bons appareils, très puissants et remplis d'énormément de fonctionnalités. Et même si les menus des appareils photo Canon sont généralement très bien faits, assez simples d'utilisation et bien organisés, eh bien l'ensemble de fonctionnalités qu'ils proposent peut parfois vous dérouter, surtout si vous débutez. Et c'est justement dans cette optique que j'ai tourné cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, au final, il est assez simple. On va découvrir ensemble la plupart des éléments de menu que vous pourrez y trouver. Donc voilà, on va simplement repasser tout ça en revue ensemble afin que vous puissiez facilement vous y retrouver et exploiter votre appareil photo Canon EOS au maximum de ses possibilités. Et donc, nous, on est parti. Donc comme vous pouvez le voir, elle est divisée en plusieurs onglets, chaque onglet disposant à chaque fois de plusieurs volets d'options. Au niveau des photos, la première option, c'est l'option qualité d'image. Vous pouvez ici choisir le mode RAW ou le mode JPEG. Le mode RAW étant un format non compressé qui contient plus d'informations et qui vous permettra un petit peu plus de latitude au moment de la retouche. Au niveau du mode RAW, vous retrouvez soit le mode RAW classique ou le mode Zero. Le mode Zero qui vont vous permettre d'avoir des RAW qui seront un peu plus compressés et donc qui auront un petit peu moins d'informations mais surtout qui pèseront moins lourd sur votre carte mémoire. Vous avez aussi la possibilité d'enregistrer en JPEG qui est un format d'image directement exploitable. Ici aussi, vous avez plusieurs tailles et plusieurs qualités. Recadrage aspect va vous permettre de venir choisir un crop dans votre image. Donc par exemple ici, un recadrage avec un zoom par exemple. La durée de revue, c'est le nombre de secondes pendant lesquelles votre photo est affichée après avoir pris une photo, tout simplement. Déclencher l'obturateur sans carte vous permet simplement d'indiquer à l'appareil s'il doit déclencher s'il n'a pas de carte mémoire à l'intérieur. Généralement, je vous conseille de plutôt le passer sur off. Ainsi, si vous oubliez une carte à l'intérieur de votre appareil photo, vous vous en rendrez compte directement. Dans le deuxième volet, vous avez la possibilité d'activer tout ce qui est correction au niveau de l'objectif, que ce soit du vignettage ou de l'optimisation numérique par exemple, ou encore de la distorsion lorsque l'objectif fixé est compatible avec cette option. Le contrôle speedlight externe, c'est quoi? C'est le contrôle externe de votre flash. Il va vous permettre par exemple de déclencher des flashs à distance et de régler leur puissance. Bon là, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo dédiée, donc on ne va pas tellement s'y attarder. Dans le troisième volet ici, alors je dis troisième volet, mais ça dépend de votre appareil photo, bien entendu. En fonction de votre appareil, vous n'aurez peut-être pas toutes les options ou elles seront sur des volets différentes, mais généralement, ça reste quand même plus ou moins les mêmes options. La correction d'exposition va vous permettre de choisir si votre photo doit être un peu plus lumineuse ou un peu moins lumineuse que le réglage par défaut. La sensibilité ISO, c'est l'optimisation, on va dire, le boost de la lumière que reçoit votre appareil. Au plus cette valeur est élevée, au plus du grain va apparaître, mais au plus vous allez pouvoir prendre une photo rapidement et donc éviter par exemple les flous de bouger. Donc là aussi, je vous renvoie vers ma vidéo dédiée qui vous explique un peu tout ça. Mais au niveau des options, vous pouvez choisir la sensibilité ISO, soit en automatique, soit lui donner une valeur fixe. Vous pouvez également définir la plage ISO automatique. Ça veut dire que dans la valeur automatique ici, il va choisir une valeur entre 100 et 12800 ISO. Vous pouvez aussi, dans ce cas-ci, choisir la plage ISO qui est affichée au niveau du choix. Donc ici, le menu va me permettre de choisir entre 100 et 40 000 ISO, ce qui est déjà beaucoup. Et donc c'est bien ce qu'on voit si je suis dans la sélection, on peut aller jusque 40 000. Et ici, on peut indiquer à l'appareil photo une vitesse d'obturation minimale à tenir dans le cadre du choix d'une vitesse ISO. Et donc ça vous permet par exemple de ne pas descendre en dessous d'une certaine vitesse pour éviter les flous de bouger. Vous avez les mêmes réglages, mais pour la vidéo. Vous pouvez choisir une correction automatique de la luminosité, soit en faible, standard ou élevé. Moi, je vais la laisser sur standard. Vous pouvez avoir un mode de priorité aux hautes lumières qui permet généralement d'aller rattraper un petit peu des lumières un peu plus surexposées. Donc là, le choix se fait entre activer et optimiser. Simulation d'exposition, c'est une option lorsque vous photographiez avec écran ou viseur électronique qui vous montre en fait à quel point la photo sera lumineuse.
La balance des blancs, donc ici vous pouvez choisir une balance des blancs automatique ou adaptée en fonction du contexte. Vous pouvez utiliser la balance des blancs personnalisée si jamais vous avez envie de modifier vous-même cette valeur. Vous pouvez sélectionner l'espace de couleurs, alors là c'est une notion un petit peu plus technique, mais pour ceux qui veulent vraiment adapter leur chaîne graphique de bout en bout au niveau de l'écran, de l'imprimante, etc., ça peut être quelque chose d'intéressant. Vous pouvez ensuite choisir des styles d'image qui vont booster les contrastes, la netteté, etc., etc., en fonction de ce que vous voulez. Alors soit on la laisse sur auto, soit on choisit quelque chose d'adapté en fonction du cas que l'on souhaite. Vous pouvez choisir d'avoir une réduction du bruit directement sur l'appareil lors des expositions longues, donc dès que la photo va faire 1 seconde, 2 secondes ou plus, à savoir que cette réduction du bruit automatique va ajouter un petit délai après la prise de la photo. Vous pouvez voir si l'appareil va faire une réduction du bruit lorsqu'il va shooter en ISO élevé. Alors ça peut être utile, mais attention parce que ça va aussi rendre la photo un petit peu moins nette, un petit peu plus lissée. Vous avez une fonctionnalité d'effacement des poussières, donc si vous avez une poussière sur votre capteur, etc., l'appareil va détecter où elle est et essayer ensuite de venir la gommer sur la prise de vue. Le déclenchement tactile vous permet de prendre une photo quand vous appuyez directement sur l'écran tactile. Le mode HDR va vous permettre de faire plusieurs photos, une sous-exposée, une normale, une activée, pour venir ensuite les assembler par la suite. Et avoir du coup une plus grande gamme dynamique sur la photo finale. Le bracketing de mise au point vous permet de venir en fait activer des photos qui vont venir faire des mises au point successives de façon, encore une fois, à pouvoir les assembler afin d'avoir une plus grande zone de netteté. Là aussi, ça vaudrait une vidéo à part entière. Le minuteur d'intervalle vous permet en fait de venir faire des photos à un timing régulier. Donc ça peut être utile par exemple pour faire des photographies de nuit, des photographies ou des time-lapse, etc. Dans ce volet-ci, en tout cas sur les EOS RP, on va trouver toutes les options au niveau, en tout cas une grosse partie des options par rapport à l'autofocus et notamment la méthode d'opération d'autofocus. Donc soit on va passer sur du one-shot, soit on va passer sur du cerveau. La différence c'est quoi? C'est que sur le one-shot, quand vous allez verrouiller, donc prendre la photo en prenant le déclencheur à mi-pression, il va verrouiller en fait simplement la mise au point et vous permettre du coup de déplacer l'appareil photo, de recadrer un petit peu sans toucher à la mise au point. Au niveau de l'AF en mode cerveau, là il va y avoir par contre un suivi de votre sujet entre les shoots ou il n'y aura pas ce verrouillage de mise au point. Il va vraiment essayer de venir suivre en fait votre sujet. Au niveau de la méthode AF, il s'agit ici de voir quel collimateur va être utilisé. Donc soit on va avoir un AF spot, donc un petit point qui vous permet d'avoir une mise au point avec précision, ou un collimateur un petit peu plus grand, ou ce même collimateur un petit peu plus grand avec des points autour, ce qui vous permet de sortir un petit peu de là, ou alors une grosse zone, ou alors vraiment une très grande zone. Voilà, on va dire ça comme ça. Et ici, vous avez la possibilité d'avoir plutôt un suivi du visage ou des yeux. Vous avez la possibilité sur certains appareils d'activer la détection de l'œil. Donc ici, plutôt que faire une détection du visage, il va vraiment essayer de venir en fait chercher l'œil de votre sujet. L'AF continu, donc autofocus continu, en fait, quand vous activez cette option, l'appareil photo va toujours essayer de faire une mise au point. En fonction du cas, ça peut être utile par exemple pour des photos de sport. Le paramètre toucher, déplacer, autofocus, là c'est plutôt pour les appareils écran tactile, etc. comme celui-ci. Et ça va vous permettre, tout simplement de voir ici par exemple que quand on touche l'écran, quand il est en mode de prise de vue, ça permet de faire le focus précisément sur cette zone, un petit peu comme sur un iPhone, etc. La zone tactile ici, elle va vous permettre tout simplement d'utiliser une partie de l'écran comme joystick pour choisir le collimateur autofocus. Et donc ici, vous pouvez choisir si l'écran complet sert de zone de sélection, juste la partie de droite, celle de gauche, celle du haut, celle du bas, etc. en fonction de votre préférence, tout simplement. Donc quand j'ai l'œil dans le viseur, je peux utiliser par exemple ici, cette partie-ci de l'écran pour venir déplacer mon curseur autofocus quand je suis en train de photographier, tout simplement.
Et vous avez ici le mode de mise au point qui vous permet de basculer entre le mode autofocus et le mode manuel. Donc dans le mode manuel, là il n'y a vraiment plus d'autofocus et c'est à moi de venir tourner la bague de mon objectif pour venir choisir où est le point. Le mode de mise au point manuel avec l'objectif, eh bien là, va me permettre de régler en fait le comportement de ma mise au point manuelle en fonction du mode de prise de vue. Donc je peux venir choisir ce comportement. Ici par exemple, je l'ai réglé de façon à ce que quand j'ai fait ma mise au point à mi-pression, je puisse venir simplement utiliser la bague pour venir retoucher ma mise au point si nécessaire. Le faisceau d'assistance autofocus, eh bien, c'est ce petit vaisseau de lumière qui est projeté par l'appareil, cette petite lumière jaune, etc., qui se trouve à l'avant, qui va vous permettre éventuellement d'améliorer un peu la mise au point dans des conditions difficiles, par exemple quand il fait noir. Ensuite, je peux venir ici gérer la taille de mon enregistrement vidéo. Alors, encore une fois, à savoir qu'ici, je peux choisir du Full HD ou de la HD standard. On voit d'ailleurs les différences de résolution s'afficher sur l'écran en temps réel. Mais comme je suis en mode pas vidéo justement, on ne voit pas la 4K s'activer. Donc ce qu'on voit aussi, c'est le nombre d'images par seconde qui est prise dans ces modes-ci. Si je viens en mode vidéo, je vais le régler en mode vidéo via la roulette. Hop, et je vais relancer ce même écran. D'ailleurs, on voit que j'ai moins d'options qui sont disponibles. Mais par contre ici, je vois que j'ai accès à la 4K par exemple. Et je vais le repasser en mode photo. Toujours dans les paramètres maintenant, j'ai l'enregistrement du son. Ici, je peux choisir en fait si je vais venir régler le niveau du micro de façon manuelle ou automatique. Dans certains cas, ça peut être intéressant de le passer en mode manuel si vous entendez qu'il y a un petit souffle dans votre micro, etc. par exemple, pour effectuer un bon réglage sur le niveau d'enregistrement afin d'avoir vraiment quelque chose de tip-top. Vous pouvez activer ou désactiver la stabilisation numérique en mode vidéo, à savoir que quand elle sera activée, souvent il y aura un petit crop qui se fera et donc ça cadrera encore un petit peu plus serré. Vous pouvez choisir encore une fois si vous allez utiliser l'autofocus en mode cerveau pour la vidéo. Donc comme expliqué précédemment, ici l'avantage c'est encore une fois qu'on aura un suivi du sujet. On continue donc maintenant avec les réglages de prévisualisation des photos. Le premier écran vous permet de protéger les images, c'est-à-dire que vous allez en sélectionner certaines. Par exemple ici, sélectionner les images et dire, voilà, quand je veux effacer mes photos, eh bien celles-là doivent rester sur la carte. Vous avez des options pour faire pivoter certaines images. Vous avez l'option effacer images qui vous permet soit de sélectionner et d'effacer des images, soit de sélectionner des séries, soit de sélectionner toutes les images du dossier ou de la carte. Donc utile pour vider votre appareil photo. Sachez que effacer image va prendre en compte du coup le protéger les images, ce que ne va pas faire le formatage de carte qu'on verra plus tard. Vous avez aussi des options concernant l'ordre d'impression, etc. De vos photos, mais ça on ne va pas s'y attarder. Vous pouvez aussi traiter vos RAW directement sur le boîtier. Donc si vous allez shooter en RAW et que vous voulez faire quelques petites retouches, eh bien il y a moyen de le faire, mais bon, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus pratique. Et vous avez ici encore des options d'édition qui vous permettent de recadrer, de redimensionner, de classer vos photos, de faire un diaporama directement sur votre appareil. L'option intéressante ici, c'est le saut d'image. Donc quand vous visualisez les photos, vous pouvez utiliser la molette principale pour sauter plusieurs photos d'un coup, ce qui est utile si vous avez 2, 3, 400 photos directement sur votre appareil et que vous voulez faire une recherche rapide. Eh bien ici, vous pouvez simplement sélectionner le nombre de photos qui sera sauté à chaque utilisation de la molette. Sur afficher information de lecture, vous pouvez choisir quel type d'écran va être affiché dans la visualisation à chaque appui sur la touche info. L'alerte sur exposition vous permet en fait simplement de faire clignoter les zones surexposées. Ça peut être utile, par exemple, quand vous photographiez et que vous visualisez les photos sur votre écran au soleil, etc., que la luminosité, elle n'est pas terrible. Afficher collimateur autofocus vous permet en fait d'avoir le collimateur utilisé pour faire le focus affiché directement sur la photo en prévisualisation.
Le quadrillage de lecture vous permet d'afficher un quadrillage de règles des tiers, par exemple ici, ou d'autres d'ailleurs, lorsque vous visualisez vos photos. Donc si c'est important pour vous, ça peut être utile. Et l'agrandissement, eh bien, c'est quand vous appuyez sur la touche de zoom, quand vous visualisez, eh bien, ça vous permet de définir l'agrandissement qui sera utilisé par défaut. Dans les paramètres à présent, eh bien, vous retrouvez plusieurs éléments qui peuvent être assez importants. Donc, par exemple, comment les fichiers vont être numérotés sur la carte. Est-ce que c'est continu? Ça veut dire que si vous avez pris la photo 500, eh bien, la prochaine fois que vous allez reformater votre carte ou effacer vos photos, on va reprendre à 501. Mais on pourrait aussi réinitialiser à chaque fois automatiquement ou réinitialiser même maintenant. Ça veut dire que voilà, si je veux recommencer ma numérotation, je peux le faire en appuyant ici. Est-ce qu'on va avoir une rotation automatique des photos qui sont faites, par exemple en portrait? Est-ce qu'on va avoir une rotation qui va se faire directement, automatiquement sur l'écran de l'appareil photo? Cette option qui est assez utile me permet de formater la carte. Généralement, on recommande avant chaque prise de vue plutôt de formater la carte plutôt que de supprimer les photos afin d'éviter certaines erreurs. Bon, dans la pratique, c'est quand même assez rare, mais ça pourrait être embêtant. À noter que si vous formatez la carte, alors à ce moment-là, tout ce qui est photo protégée, eh ben, la protection ne sera pas prise en compte. La carte sera formatée purement et simplement. Enfin, dernières options de ce volet, le guide mode et le guide des fonctions vous permettent en fait d'afficher des petites informations, des petites explications en fonction du mode de prise de vue ou des fonctions utilisées sur l'appareil photo. Donc c'est plutôt le genre de choses à activer au début que vous avez l'appareil photo pour vous familiariser avec. Vous avez ensuite des options sur le mode veille ou le mode économie d'énergie. Par exemple, au niveau du mode économie d'énergie, vous pouvez définir le timing à partir duquel l'affichage va être désactivé, l'arrêt automatique va être enclenché ou le viseur va être désactivé. À noter qu'une mi-pression sur un bouton va permettre de réactiver tout ça. Vous pouvez régler la luminosité d'affichage de votre écran. Vous pouvez définir la date, l'heure et le fuseau horaire ainsi que la langue, toujours dans ces options-ci. Vous pouvez ensuite choisir dans le troisième volet le système vidéo, basiquement PAL ou NTSC, donc PAL plutôt pour l'Europe. Vous pouvez régler ici les commandes tactiles, à savoir est-ce que ça va être standard, est-ce que ça va être plutôt sensible ou est-ce que ça va être désactivé. Vous pouvez activer ou désactiver le signal sonore émis par l'appareil photo. Donc par exemple, si vous photographiez dans un endroit plutôt calme, comme une église, etc., ça peut être une bonne idée. Info batterie vous donne des informations sur l'état de votre batterie et sur l'autonomie restante. Nettoyage du capteur vous permet de soit activer, désactiver le nettoyage automatique de votre capteur et vous permet aussi de déclencher un nettoyage immédiat. Vous pouvez gérer la résolution HDMI et vous pouvez activer ou désactiver la sortie HDR de l'HDMI. Dans affichage info à la prise de vue, vous pouvez activer et désactiver certains éléments comme le quadrillage, l'histogramme, etc. au niveau de votre prise de vue. Les performances du viseur vous permettent de choisir soit un viseur pour les appareils avec un viseur à écran, eh bien, vous pouvez choisir si l'affichage va être plutôt fluide, donc avec plus de FPS, ou alors un affichage avec moins de FPS, moins d'images par seconde, mais du coup qui épargnera un petit peu plus la batterie. Vous pouvez aussi gérer le format d'affichage du viseur, donc soit en pleine largeur, soit avec un petit cadre noir autour, en fonction de votre préférence. Vous pouvez ici gérer les paramètres d'affichage. Donc, est-ce que ici vous allez gérer en automatique, par exemple, ça veut dire que quand vous allez mettre votre œil près du viseur, le capteur va détecter votre œil, ou est-ce que vous voulez switcher ça plutôt manuellement? Vous pouvez gérer ici vos réglages de sans fil et pour le GPS. Donc dans certains appareils, vous trouverez une puce GPS directement dans l'appareil. Dans d'autres, vous devrez acheter ça à fixer sur la griffe porte-flash de votre appareil.
Vous pouvez aussi gérer les communications sans fil, ça veut dire les paramètres Wi-Fi, le paramètre Bluetooth, etc. Et comment tout ça est géré. Vous pouvez gérer vos modes de vue perso, donc ça veut dire que vous pouvez enregistrer des réglages qui vont s'appliquer au mode C1, C2, C3, etc. Donc basiquement, je peux le régler en mode TV, je peux faire le réglage que je souhaite en mode TV et venir ensuite l'enregistrer sur C1, sur C2 ou sur C3. Par exemple, je peux faire un mode déjà prédisposé pour les pauses longues. Ici, je peux réinitialiser tous les réglages. Et ensuite, je trouve des informations plutôt légales de copyright, l'URL du manuel, l'affichage du logo de certification, etc. Et ici, dans Firmware, eh bien, je peux venir consulter la version actuelle du firmware de l'appareil photo ou de l'objectif. Et en appuyant ici, je peux insérer une carte mémoire, par exemple, qui contient le firmware pour lancer une mise à jour si je le souhaite. J'ai ensuite ici, dans ce 4e volet, plutôt des réglages un peu plus avancés. Et donc, je vais retrouver souvent les volets exposition, autofocus et autres. Dans exposition, je peux venir ici, choisir la valeur des paliers de réglage quand je fais des réglages d'exposition. Donc, est-ce que je vais augmenter d'un tiers de valeur à chaque rotation de la molette ou est-ce que je vais augmenter d'un demi? Ici, c'est pareil pour la sensibilité ISO. Est-ce que je vais passer par exemple de 100 à 200 ISO ou est-ce que je vais passer de 100 à 125, à 150 et puis à 200 par exemple? Ici, je peux choisir dans l'exposition séquence de bracketing l'ordre dans lequel le bracketing va se faire. Donc par exemple de base, ça sera la photo normale, puis la moins exposée, puis la sous-exposée. Mais je pourrais passer dans le mode ici, la moins exposée, la normale et puis la plus exposée. Voilà, tout simplement. Dans le cas de bracketing, je peux choisir le nombre de vues. Donc, est-ce que je vais faire 3 photos, 2 photos, 5 photos ou 7 photos que je pourrais ensuite assembler pour faire un HDR. Dans Autofocus, les options importantes sont plutôt, par exemple ici, la sensibilité du suivi en mode autofocus. Donc, est-ce que je vais plutôt être sur quelque chose qui va être plutôt, entre guillemets, réceptif? Ça veut dire que l'autofocus va essayer de faire le suivi le plus rapide possible. Ou est-ce que je vais être sur quelque chose de verrouillé? Ça veut dire que le focus va changer vraiment quand il détectera un gros changement. Pareil pour l'autofocus, est-ce qu'on est plutôt sur un autofocus qui va essayer d'être le plus rapide possible ou est-ce qu'on va être sur quelque chose d'un peu plus lent? Dans cette fonction-ci, qu'est-ce qui se passe si l'objectif n'arrive pas à trouver un point d'autofocus, par exemple parce que vous êtes trop près ou que le sujet n'est pas assez contrasté ou pas assez éclairé? Est-ce qu'on va poursuivre la recherche du point ou est-ce qu'on va la cesser? Voilà, tout simplement. Donc c'est pour régler ce comportement-là. Ici, dans limiter méthode autofocus, eh bien, vous pouvez désactiver les méthodes que vous n'utilisez pas au niveau des collimateurs pour pouvoir, par exemple, gagner un petit peu plus de temps en switchant dans les menus. Enfin, dans Opération autre, on va retrouver aussi quelques réglages qui peuvent être importants. Donc, est-ce qu'on va utiliser un sens normal ou un sens inversé pour la modification des réglages au niveau de la molette? Pareil pour la bague de commande qui se trouve sur l'objectif. Pareil pour la mise au point. Et ici, très certainement une option super intéressante où on peut venir modifier en fait énormément de boutons qui se trouvent sur votre appareil. Donc ici, on peut venir choisir en fait simplement un bouton et changer son usage de base pour le réaffecter à autre chose. Par exemple, la touche de mémorisation d'exposition, eh bien moi, je l'ai réaffecté à la sélection du collimateur. Donc voilà, vraiment pour venir personnaliser votre appareil photo selon l'usage, vous pouvez venir personnaliser quasiment tous les boutons. Et aussi, et ça c'est bien à le savoir, il y a une différence entre le mode photo et le mode vidéo. Donc vous pouvez aussi affecter un usage différent à chaque bouton en fonction du mode sur lequel vous vous trouvez. Enfin, vous pouvez réinitialiser toutes les fonctions personnalisées ici pour revenir au réglage de base si vous avez un peu trop trifouillé dans ces écrans-là et que vous êtes un petit peu perdu. Enfin, et ça aussi c'est assez intéressant à noter, vous avez un écran ici, le dernier volet,
qui est personnalisable. Ça veut dire qu'ici, vous pouvez venir reprendre n'importe quel réglage que vous avez dans vos autres volets et venir l'affecter ici pour avoir voilà, vos réglages favoris, un accès rapide aux réglages que vous utilisez le plus souvent. Ça peut vous permettre voilà, de ne pas trifouiller dans chaque menu si vous avez des options que vous changez souvent en fonction de la situation. Donc, moi, j'ai fait ici 2 menus personnalisés, un pour la photo, un plutôt pour la vidéo. Et je peux venir en fait à chaque fois venir le configurer. Vous le voyez ici dans la dernière option du menu. Donc là, j'ai configuré. Je peux choisir des paramètres à ajouter, donc choisir paramètres à enregistrer. J'ai une liste qui contient toutes les options que je trouve dans les autres menus. Il me suffit d'en sélectionner un pour l'ajouter sur cet écran. Je peux venir effacer l'onglet, je peux venir le renommer, etc., etc., de façon à avoir vraiment ce menu personnalisé. Je peux en créer plusieurs et à chaque fois, sur le dernier, on voit que j'ai cette option « Ajouter onglet ». Et donc, en appuyant dessus, j'ajoute mon onglet et à chaque fois, je viens le configurer avec d'autres choses disponibles à l'intérieur. Et donc voilà, c'est maintenant fini pour la présentation des options, en tout cas que je pense les plus importantes qu'on retrouve dans les appareils photo de type Canon EOS. Je pense que c'est valable vraiment que vous soyez sur un appareil photo de type Canon EOS R, Canon EOS M ou Canon EOS plutôt traditionnel, les appareils réflexes. Je pense que voilà, ça va vraiment s'appliquer à toute cette gamme. Et en tout cas, j'espère que ça vous aura permis d'y voir beaucoup plus clair grâce à cette petite visite guidée. Moi, je vous dis à très bientôt. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager, etc., etc. Bref, tout ce qu'on peut faire pour lui donner de la visibilité, ça m'encourage vraiment dans mon travail et ça permet surtout de la faire connaître. Moi, je vous dis à bientôt. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine.